Bonjour Nicolas Daragon. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien des Français. La sécurité du quotidien, c'est faire en sorte notamment qu'un médecin en France puisse exercer ses fonctions sans être intimidé, agressé, comme ce fut le cas à Drancy, avec un médecin généraliste violemment frappé. Il a fermé, monsieur le ministre, son cabinet. Il a scotché un portrait de lui, le visage tuméfié. Comment vous qualifiez un tel déchaînement de violence ? C'est le recul de l'autorité partout, dans tous les pans de notre société. Un recul qu'on constate depuis une vingtaine d'années, où à l'école, il faut qu'on tutoie son prof, il ne peut plus être sur une estrade, où le médecin, on exige un comportement de lui, on exige un rendez-vous, on exige que ce soit un homme ou que ce soit une femme. On a à la fois basculé dans une société de consommation sans limite et une société où tous les repères d'autorité ont été levés, quelle que soit l'activité qu'on exerce. Évidemment, les professions médicales, tous les personnels en tenue et les forces de sécurité intérieure, tout est bafoué et donc il faut ce retour de l'autorité dans notre pays. C'est ce que nous défendons avec Bruno Retailleau. Un choc d'autorité, vous venez de parler de l'école, Nicolas Daragon, ultra-violence et ultra-rajeunissement également, comme ce qui s'est passé à Valence, avec une adolescente violemment agressée à la sortie du collège par un groupe de 5 et 6 filles de 15 ans. Certaines d'entre elles déscolarisées, elles l'ont également menacée de mort, terrorisée, elle ne veut plus retourner à l'école. L'autorité parentale, où est-elle dans ce cas-là ? D'abord, je voudrais avoir un mot de soutien pour cette famille que je recevrai, puisque ce sont des Valentinois et je suis toujours le maire de Valence. Le sujet, c'est qui est responsable. Et pour moi, c'est très clair. Ce sont les parents. Les parents qui sont responsables de l'autorité sur leurs enfants. Lorsqu'on a des enfants, on assure leur éducation, leur encadrement. On se demande où ils sont, on se demande ce qu'ils font. Et si ce sont des mineurs qui ont 15 ans, elles devraient être à l'école. J'ai voté, moi, en 2020, au conseil municipal, dans ma ville, la suppression des aides aux familles de mineurs délinquants qui n'assument pas l'éducation de leurs enfants. Évidemment que j'appliquerai, au même titre que chaque fois qu'il y a une condamnation, nous nous intéressons au mode d'hébergement des familles, si ces familles sont logées par un bailleur public, donc s'ils bénéficient de la solidarité de la commune, eh bien nous résilierons le bail. Ça veut dire que à chaque devoir qui est bafoué, nous devons rappeler que nous sommes au rendez-vous et que l'autorité est appliquée. Et j'espère évidemment que la justice va sévir avec lourdeur. Alors justement, il y a votre volontarisme et puis il y a le volet judiciaire. Est-ce que la suppression ou du moins la révision de l'excuse de minorité est nécessaire et urgente dans ces cas-là ? Bien entendu, on voit le rajeunissement des auteurs, on voit aussi le rajeunissement des victimes malheureusement. Donc nous devons réviser l'excuse de minorité. La baisser, forcément, on doit se conformer aux conventions internationales qui nous contraignent, mais à la fois on doit être là pour rappeler l'autorité, pour appliquer des sanctions, et on doit cesser de se voiler la face. Les mineurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus délinquants, de plus en plus criminels, des meurtriers. Ils doivent être incarcérés, des mesures doivent être prises. Bruno Retailleau, à juste titre, a même parlé d'encadrement militaire, et je pense qu'il a totalement raison. Au premier délit, il doit y avoir une mise de côté, un encadrement militaire, un rappel des règles pour l'enfant, mais pour la famille aussi, pour les parents. Vous êtes justement particulièrement investi avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dans la lutte contre la délinquance du quotidien. Vous avez donné des instructions avec lui au préfet pour élaborer des plans d'action départementaux de restauration de la sécurité du quotidien. Qui ciblez-vous en priorité et qu'allez-vous apprendre que vous ne sachiez déjà ? On a demandé au préfet, au commandant de groupement de gendarmerie, aux directeurs départementaux de la sécurité publique d'établir des plans précis, très ciblés, criblés véritablement, avec l'appui des élus locaux. Chaque élu local, chaque maire connaît chaque rue, chaque porche d'immeuble dans lequel il a des enfants, des parents, des familles à difficulté. C'est ceux qui gâchent la vie de nos concitoyens au quotidien que nous visons. Mais ce sont ceux également qui dealent au pied des immeubles, ce sont ceux qui dégradent les voitures, ce sont ceux qui font du tapage nocturne, ce sont ceux qui font de la mendicité agressive. Tous ces gens-là qui nous empêchent de vivre normalement au quotidien. Nous les ciblons tous, du petits consommateurs de drogue aux grands criminels. Nous voulons des plans détaillés qui nous permettent d'engager des moyens fortement. Cartographie de la criminalité, de la délinquance française. Exactement. Aujourd'hui, on a ça de façon un peu disparate. On veut avoir un plan précis par département pour allouer des ressources massivement. Pour protéger les citoyens. Et parfois, il faut aussi protéger, monsieur le ministre, les policiers. À Saint-Étienne, un vent de panique a soufflé dans le centre-ville il y a quelques jours. À une heure très fréquentée, un homme muni de plusieurs couteaux a menacé des passants et s'en est pris à une vieille dame. Et c'est un policier municipal qui est intervenu, armé. Il a donc neutralisé, comme on dit, il a abattu cet individu. Est-ce qu'il n'est pas temps que
de généraliser l'armement des policiers municipaux? Vous le savez très bien, vous êtes un maire, que ces policiers le demandent. Certaines villes sont encore récalcitrantes. Que dites-vous à ces maires aujourd'hui qui refusent cet armement? D'abord, je félicite les policiers municipaux qui interviennent chaque jour sur le terrain pour protéger nos concitoyens. C'est véritablement une troisième force qui s'est installée dans notre pays. Nous avons augmenté les effectifs de 40% sur ces 10 dernières années. Il y a 27 000 policiers municipaux. Et il y en aura près de 40 000 dans une dizaine d'années. Je suis extrêmement favorable à l'armement des policiers municipaux. Et particulièrement à chaque fois qu'on se trouve dans une métropole, une grande ville ou en périurbain, parce qu'un policier municipal qui n'est pas armé dans ce contexte a littéralement une cible dans le dos. Il est important qu'il se sente protégé, puis qu'il puisse protéger nos concitoyens. Le malfrat, lui, il ne fait pas de différence entre deux uniformes. Donc j'y suis favorable, mais je redis, c'est la libre administration des collectivités locales. Le maire décide de créer une police municipale ou non, de l'armer ou non, et peut-être de lui donner encore d'autres pouvoirs demain. C'est ce à quoi nous travaillons dans le Beauvau des polices municipales. Il y a l'armement létal, il y a aussi l'armement psychologique. La question est de savoir, Nicolas d'Aragon, si ce qui arrive à un policier qui fait usage de son arme, les policiers hésitent, et vous le savez très bien, parfois à sortir leur arme car ils deviennent automatiquement suspects. On a vu ce qui s'est passé dans l'affaire Naël. Est-ce que vous êtes favorable à la présomption de légitime défense pour les policiers? Alors, je précise que certains policiers qui y sont favorables estiment même que ça peut être un gadget, mais malgré tout, ils préfèrent avoir cette présomption pour ne pas être considérés comme suspects quand ils font usage de leur arme. Oui. 1000 fois oui. Est-ce que les malfrats hésitent une seule seconde à leur tirer dessus? Est-ce qu'ils hésitent à tirer sur nos concitoyens? Je n'ai aucun doute sur le fait que nos policiers sont formés et utiliseront les armes adaptées parce qu'ils ont des armes intermédiaires si c'est nécessaire. Et évidemment que je sais très bien que nos policiers hésiteront, se questionneront, ont les bons réflexes pour sortir une fraction de seconde. En une fraction de seconde, mais ils sont formés pour ça. Ce ne sont pas monsieur et madame tout le monde qui se baladent avec une arme. Ce sont des gens qui sont formés pour ça. Et donc, il faut à la fois leur montrer... Vous savez, c'est en effet symbolique, mais c'est aussi un soutien que nous réaffirmons à nos forces de sécurité intérieure au moment où ce discours qui agresse nos forces de sécurité intérieure en permanence est porté par l'extrême gauche, par LFI. Il faut que nous soyons là pour dire à nos forces de sécurité que nous les soutenons et que nous le prouvons en accordant cette présomption de légitime défense, qu'ils se sentent, pardon de le dire, à l'aise dans l'exercice de leur métier. Et leur métier, c'est de nous protéger. Il faut qu'ils soient armés et il faut qu'ils sachent qu'ils ont la palette qui est à leur disposition pour intervenir quand nos concitoyens sont en danger ou eux-mêmes sont exposés. Nicolas d'Aragon, ce matin sur CNews Europa, nous avons parlé de ces violences. Certains les appellent violences gratuites du quotidien. On oublie souvent d'évoquer, je voudrais le faire ce matin avec vous, la délinquance sur Internet. La cyberdélinquance avec des cyberattaques de particuliers, parce que souvent nous avons des remontées de téléspectateurs ou d'auditeurs qui nous en parlent. Là encore, quel réarmement? Alors, il y a à peu près 300 000 personnes qui déposent plainte par an sur des sujets de cyberharcèlement ou de hameçonnage. Et 90% de nos concitoyens qui disposent d'un compte Internet ont déjà été perturbés par de l'hameçonnage ou par des tentatives. 55 collectivités qui ont été piratées dans le conseil départemental de l'Ardèche l'an dernier. Ça avait fait la une de l'actualité. Donc nous avons décidé de mettre en place une plateforme unique sur laquelle ils vont pouvoir déclarer, déposer plainte, entrer en contact direct avec un gendarme ou un policier. Ça s'appelle 17 Cyber. C'est gratuit, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. On déclare, on peut être en contact direct, un chat en direct comme ça existe sur d'autres sites internet. Et on va pouvoir avoir des réponses. Le sujet de 17 Cyber, c'est qu'aujourd'hui, quand on dépose plainte, c'est tellement complexe qu'on a rarement des réponses. C'est une forêt souvent administrative. Exactement. Ça sera mis en place dans les Le 17 décembre, la valeur symbolique est importante puisque... 17 Cyber, le 17 décembre. Et puis aussi parce qu'on est juste avant la période de Noël où on utilise beaucoup sa carte bleue, j'espère dans les commerces de proximité, mais parfois aussi sur Internet. Un rapport de la Cour des comptes, monsieur le ministre, dévoilait avant-hier l'insuffisance de la lutte contre les narcotrafics alors que cette gangrène touche près de 79% des communes françaises. D'ailleurs, quelles que soient les communes, centres urbains et campagnes, avec souvent l'emploi de mineurs hyper violents, totalement désinhibés, comme le rappelait hier à votre place lors de cette grande interview la magistrate Béatrice Brugère. Alors, il est vrai que ce rapport portait sur, j'allais dire, l'ancien gouvernement et la politique avant vous. Malgré tout, est-ce que ce que vous avez proposé avec Bruno Retailleau peut être suffisant face à cette pieuvre et ces tentacules aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut totalement réorienter notre action, au même titre qu'on a été capable de le faire sur la lutte antiterroriste en 2015 et qui a porté ses fruits. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tuerie de masse. Évidemment, des actes isolés, cela, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, le programme qui a été présenté par Bruno Retailleau et le garde des Sceaux permet à la fois, d'évaluer la menace, ce qu'on n'a jamais fait avec
réalisme. Et la menace, elle est extrêmement importante. On n'a jamais fait avec réalisme. Mais non, bien sûr. C'est maintenant qu'on se rend compte de la menace des narcotrafics. Le rapport sénatorial, le rapport qui a été établi par le procureur de la République, ces rapports sont excellents et identifient l'ennemi. Quand on veut lutter, il faut identifier l'ennemi. Peut-être qu'on n'en a pas pris la mesure. On en a pris la mesure localement, partout. Mais ces plans départementaux, ils vont aussi nous permettre de faire remonter l'information. Le deuxième sujet, c'est quel est l'arsenal qu'on met en face. Le renforcement des moyens à l'eau faste, la création d'un parquet spécialisé, ça va permettre d'avoir des gens qui ne font que ça, et donc qui peuvent remonter des filières interdépartementales alors que parfois on est trop cloisonné. Et puis le dernier point, c'est de dire qu'on va attaquer tout le spectre du consommateur. La consommation festive, ça n'existe pas. Ça nuit à la santé mentale des adolescents. Il faut le rappeler. On a des gens qui veulent dépénaliser, mais sont-ils lucides? Ça démultiplie la mortalité dans les accidents de la route. De quoi parle-t-on? Donc, axer notre action sur les consommateurs, pas de consommateurs, pas d'offres, et aller jusqu'au haut du spectre pour les démunir totalement de leur patrimoine systématiquement. Pour comprendre sur un autre plan pourquoi la France a tant de mal à éloigner les clandestins sur son sol, un rapport parlementaire, là encore excellent, de la députée Brigitte Klinkert nous éclaire, Nicolas Daragon, sur la mécanique de l'impuissance publique. Un tiers des étrangers, dit-elle, visés par une OQTF sont originaires du Maghreb. Qu'est-ce qui a changé depuis, par exemple, le voyage présidentiel au Maroc? Est-ce que l'exécutif a pu obtenir, dans un contexte très particulier, en plus avec l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie, quelque chose de ces pays du Maghreb? Le sujet est beaucoup plus général. D'abord, il faut qu'à l'échelle de la France, on modifie les dispositions. Il y a déjà eu une première circulaire fin octobre du ministre Taillot pour rappeler au préfet qu'il fallait agir systématiquement contre les étrangers. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire on rappelle en fait la loi. On rappelle la loi, mais on avait aussi la circulaire Valls qui posait des conditions un peu plus souples, et donc il faut durcir le ton parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. À l'échelle européenne, la circulaire d'éloignement, la circulaire retour, elle porte très mal son nom puisqu'elle ne permet pas de raccompagner. On a vu que des pays sociodémocrates comme l'Allemagne, comme le Danemark, sont en train de durcir le ton. Il faut qu'on soit dans la même trajectoire et ça tombe bien, tous les ministres de l'Intérieur sont d'accord. Et puis il y a le dernier sujet, c'est le plus important. La plupart des OQTF qui ne sont pas réalisées, c'est parce que nous n'obtenons pas de laissez-passer consulaire. Il faut donc durcir le ton et il faut être au rendez-vous de mesures, parfois de réponses à ceux qui ne jouent pas le jeu. Encore faut-il avoir les moyens de ce bras de fer. Dans le détail du rapport, les obstacles sont d'abord les pays sources, Algérie, Maroc, Tunisie, essentiellement qui ne délivraient pas, comme vous l'avez dit, qui ne délivrent pas de laissez-passer consulaire, mais aussi comme obstacle, ce qui est incroyable, monsieur le ministre, il y a des annulations judiciaires passives et les refus d'embarquer qui explosent. C'est-à-dire qu'il y a l'OQTF, il y a le laissez-passer consulaire, mais on ne peut pas embarquer parce qu'il ne veut pas embarquer. Peut-être aussi que le commandant de bord, pour des raisons de sécurité, ne l'autorise pas. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on marche sur la tête quand même ? 650 annulations judiciaires par mois environ, 150 refus d'embarquer par mois environ, ça fait 900. Ça veut dire l'équivalent de ce que nous réussissons à expulser par an. On doublerait. Alors les révisions judiciaires, on ne peut pas les commenter ici parce que c'est une par une qu'il faudrait les analyser, mais les refus d'embarquer, c'est l'état de droit dont parle Bruno Retailleau. Parce qu'il faut des vols dédiés, charter. C'est qu'aujourd'hui, on protège, spécialement pour ces dans notre droit, on protège les auteurs, on protège ceux qui doivent être... Dans notre droit, on protège les auteurs. Mais oui, bien sûr, on protège plus les auteurs que les victimes. Quand on voit l'amoncellement de droits qu'on accorde, évidemment qu'on est un état de droit et qu'on ne doit pas être dans un pays qui se transforme en dictature, mais je crois qu'on en a trop mis et que aujourd'hui, celui dont on a prononcé l'expulsion, il sait qu'en montant dans l'avion, s'il se cogne la tête contre la cloison ou s'il dit qu'il ne veut pas embarquer, il va rester dans le pays alors qu'il y a une décision judiciaire ou administrative. C'est pour ça que vous aviez dit l'étranger agresseur dehors, l'étranger qui viole dehors, ou l'étranger islamiste dehors. On entend encore une fois, je le dis, votre volontarisme ce matin sur CNews Europe 1. Encore faut-il que vous puissiez mener à bout votre action alors que le Rassemblement national Nicolas Daragon s'achemine vers la motion de censure. Est-ce que vous demandez ce matin, comme l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Michel Barnier, des concessions, des compromis pour pouvoir justement poursuivre votre action ? D'abord, je crois que le Premier ministre a fait montre d'une volonté de concertation depuis son installation. C'est pas le cas selon Marine Le Pen. Il a encore reçu Marine Le Pen il y a 48 heures. Mais pour discuter de quoi ? Il a évoqué la proportionnelle dans son discours sur les médias. Il a évoqué le sujet de l'énergie sur lequel il est prêt à avancer. Mais en vérité, je crois qu'aujourd'hui, on a une association, une véritable alliance objective entre les extrêmes.
Vous savez, il y a des pays où quand on vote une motion de censure, elle est constructive. On propose quelque chose ensuite, en Allemagne ou en Espagne. Aujourd'hui, elle est destructrice. On ne sait pas vers quoi on va ensuite. Vous dites aussi la chienlit, le chaos, la crise financière, la crise économique. Je dis que nous nous mettons en danger. Les marchés financiers l'ont montré hier puisque notre taux d'emprunt a dépassé celui de la Grèce. Et donc, on voit bien que ça n'est pas juste pour faire peur. On crie pas au loup. On est en train de dire, attention, nous sommes en difficulté. Ça n'est pas un mur qu'on va abattre. C'est une digue qu'on va ouvrir. Et on ne sait pas jusqu'à quel moment nous allons garder la tête en dehors de l'eau. Les marchés financiers sont en train de s'exciter. On voit bien que l'économie commence à ralentir. Les signaux sont mauvais. Il faut donc être raisonnable. Il faut être responsable. Dernière question, puisque vous parlez de maintenir la tête hors de l'eau, la tête symboliquement du président de la République est-elle aussi en jeu? Parce que certains se demandent, est-ce qu'il pourrait y avoir une présidentielle anticipée dans ce cas-là? Puisque c'est l'inconnu. Je suis ministre d'un gouvernement, donc je suis respectueux des institutions françaises. J'ai une loyauté vis-à-vis de la République qui est intangible. Ça veut dire que le président de la République, il décide de son destin. Nous sommes au travail pour les Françaises et les Français. C'est ce qui nous occupe, c'est tenter d'apporter des solutions dans un moment de crise exacerbée. Et vous l'êtes au ministère et également en tant que maire de votre ville. Merci Nicolas Daragon, c'était votre grande interview. Bonne journée, à bientôt. Merci.